Bonjour, je m'appelle Marie et au nom de Promis, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'accueillir Madame Annick Lenoir, professeure à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Elle vient nous présenter la conférence « Réflexion sur le sens de l'intégration des personnes immigrantes, le cas des Maghrébins de Sherbrooke ». Il s'agit de notre première conférence pour notre programmation 2015-2016. Alors, l'information sur les autres conférences de l'année va suivre bientôt. On va vous les transmettre. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Lenoir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, déjà, merci beaucoup Anne-Marie de m'avoir invitée. Donc, le plan de la présentation va comme suit. Je vais d'abord vous parler du contexte général. Ensuite, je vais faire un petit peu de théorie dans le sens où je vais vous parler du concept d'identité, du concept d'intégration, du projet migratoire. Après, je vais vous parler du cas des Maghrébins de Sherbrooke. Je dis après, mais en fait, je commence déjà un peu avant en parler, à situer les choses. Mais là, je vais vraiment m'attarder sur leurs propos. Et ensuite, je vais présenter l'intégration selon ces Maghrébins que j'ai rencontrés et selon les Québécois que j'ai interrogés. Et évidemment, on conclura par la suite. Donc, je ne vous apprendrai rien en affirmant que le Canada, tout comme le Québec, sont des terres d'immigration. Chaque année, des centaines de milliers d'immigrants choisissent le Canada comme nouvelle société de vie. Plus de 50 000 personnes annuellement privilégient le Québec comme terre d'accueil. Les raisons du départ sont multiples. Améliorer ses conditions de vie au plan économique, assurer sa sécurité et celle de ses enfants, rejoindre la famille établie ici sont quelques-uns des motifs les plus courants. Or, ces immigrants choisissent de s'installer au Canada, au Québec, parce que le Canada véhicule dans le monde une image de paix, de sécurité et de défense des droits des minorités. Certains arrivent aussi un peu par hasard. Le choix du Canada s'est imposé parce que les règles d'immigration sont plus souples que dans d'autres pays, par exemple. Ça peut être un cas parmi d'autres. D'autres font le choix de venir au Québec parce qu'il s'agit d'une province francophone. D'autres pensent encore venir au Canada et découvrent par la suite qu'ils sont au Québec, ce qui est quand même un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, tous migrent pour améliorer leur sort et avec une volonté de s'intégrer à leur nouveau milieu de vie, mais à certaines conditions, pas au prix de leurs valeurs les plus importantes. D'un autre côté, on a la population locale qui tient elle aussi à intégrer ces nouveaux arrivants, mais elle aussi, ce n'est pas à n'importe quelle condition. Elle tient à préserver son histoire, ses coutumes, ses valeurs qui lui paraissent fondamentales. Dès lors, la question d'intégration se pose avec acuité. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui la définit? Qui a le pouvoir de déterminer qu'une intégration est réalisée? Personnellement, je me questionne beaucoup sur ce concept flou et par conséquent mal défini. C'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Anne-Marie, puis j'ai proposé une réflexion sur l'intégration, notamment parce que c'est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup actuellement avec les élections, mais également parce qu'il y a quelques mois, j'ai terminé une série d'entretiens réalisés avec des Maghrébins de Sherbrooke et les propos qu'ils m'ont tenus m'ont amené à me questionner sur ce concept. Malheureusement, je n'ai toujours pas de réponse à vous apporter sur ce que c'est que l'intégration. C'est donc une réflexion que je vous propose aujourd'hui en m'appuyant sur leur discours et j'espère qu'au moment de la discussion, on pourra échanger puis éventuellement, ça m'éclairera davantage. Donc, la méthodologie est la suivante. Selon le recensement de 2011 de Statistique Canada, il y aurait environ 980 Maghrébins, donc des Marocains et des Algériens dans la région de Sherbrooke. Mais on peut estimer le nombre total de Maghrébins à un peu plus de 1000 personnes si on tient compte aussi des Tunisiens. Évidemment, ce nombre s'accroît d'année en année. Personnellement, j'ai interrogé 22 personnes au cours de l'hiver dernier à l'aide d'entretiens ouverts. Donc, c'était vraiment des questions que je posais relativement larges et les gens me répondaient de manière relativement large aussi. Donc, j'ai interrogé 18 personnes d'origine maghrébine, 6 femmes et 12 hommes, et 4 d'origine québécoise, 2 femmes et 2 hommes qui travaillaient avec cette clientèle. Parmi les personnes d'origine maghrébine, certaines étaient en recherche d'emploi,
c'était le cas de 3 personnes. D'autres étaient aux études, 3 personnes. Et les autres, donc 12 personnes, occupaient un emploi, mais pas toujours en lien avec leur formation. Alors, comme je le mentionnais dans l'introduction, il existe plusieurs raisons à la migration. On peut vouloir changer de pays pour des raisons économiques, familiales ou humanitaires. Quoi qu'il en soit, la migration est toujours assortie à un projet, celui d'améliorer son sort et celui de ses enfants. C'est donc pour réaliser son projet migratoire que l'immigrant mettra temps et énergie dans son intégration. Dans le cas des Maghrébins rencontrés, tous sont venus avec un projet économique. Ils ont tous été sélectionnés à l'étranger grâce à la grille de sélection du Québec. Alors là, je vais prendre un temps pour vous parler du concept d'identité parce qu'il est intimement lié à celui d'intégration. Donc, l'identité, c'est le produit d'un processus qui intègre les différentes expériences de vie de l'individu tout au long de sa vie. C'est donc un processus dynamique. L'identité se développe continuellement. L'identité se forme au sein de réseaux d'interaction. Donc, c'est vraiment quand on est en contact avec d'autres personnes que l'on développe son identité. L'identité présente un aspect multidimensionnel, c'est-à-dire une multiplicité des appartenances. Et chacune de ces appartenances, qui peuvent être l'identité professionnelle, ethnique, religieuse, de classe, de genre, selon l'âge, etc., chacune de ces appartenances peut être mise de l'avant selon un contexte donné. Par exemple, aujourd'hui, je me présente devant vous avec une identité professionnelle. Mais dans un autre contexte, je pourrais mettre de l'avant une identité ethnique. En même temps, l'identité appelle à une certaine forme de cohérence, c'est-à-dire se reconnaître dans le temps, faire le lien entre ce que l'on était, ce que l'on est, ce que l'on devient. Cela signifie que tout individu se transforme au plan identitaire dans le temps, à un rythme qui est le sien et dans lequel il se reconnaît. Or, tout changement important remet en cause cette construction de l'identité personnelle, ou tout au moins la fragilise en raison d'une transformation sociale brusque. La migration, c'est un de ces changements-là. Elle n'implique pas uniquement un changement de localisation, mais elle implique aussi le passage vers un nouveau statut dans la société d'accueil, donc l'appartenance à un groupe minoritaire, qui dispose peu de pouvoir. Elle implique aussi une perte de références symboliques familiers, tout en nécessitant l'adaptation à une nouvelle culture. Donc la hiérarchie des appartenances peut s'en trouver bouleversée, tout comme de nouvelles appartenances peuvent émerger. On peut développer une identité d'immigrant, par exemple. Ou on pouvait avoir une identité professionnelle forte, mais selon les circonstances que l'on rencontre aujourd'hui, on va mettre de l'avant plutôt une identité ethnique en premier. Donc, selon Guy Troudy, il y a 3 formes d'adaptation que rencontrent les migrants. Il y a l'adaptation fonctionnelle, qui est l'acquisition des outils principaux qui lui permettront d'interagir avec son milieu. Donc, on parle ici d'acquisition de la langue, trouver un emploi, trouver un logement, fréquenter une institution scolaire ou inscrire ses enfants à l'école. Il y a l'adaptation sociale, qui est la participation au réseau dans son nouveau milieu, et l'adaptation culturelle, qui est la contribution au patrimoine symbolique, donc c'est-à-dire aux valeurs, aux modes de pensée et d'agir de la société d'accueil. Donc, en l'absence d'insertion en emploi et dans le cas d'un isolement social consécutif à la migration, la langue d'origine, la culture, la religion peuvent servir de repères non négligeables pour la construction d'une cohérence identitaire et devenir des appartenances prioritaires, alors que ce n'était pas le cas dans le pays d'origine. Les lieux de socialisation, comme les espaces religieux ou la communauté ethnique, constituent dès lors des zones de reconnaissance identitaire pour tout nouvel arrivant. Si je reprends le cas des Maghrébins de Sherbrooke, le port du voile ou d'autres signes religieux semble aussi constituer un espace symbolique de reconnaissance identitaire. Alors maintenant, j'en arrive au concept d'intégration comme tel. Alors, une des difficultés que présente le concept d'intégration, c'est qu'il est souvent conçu comme un résultat, un état, alors que c'est un concept dynamique. C'est que souvent, on va penser que cette personne-là est intégrée ou elle n'est pas intégrée, mais en fait, le processus d'intégration, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps. Une autre difficulté tient au fait qu'il s'agit d'un concept éminemment subjectif. Donc, une personne pourra se considérer comme étant intégrée et une autre personne dans la même situation va penser qu'elle n'est pas intégrée.
L'intégration dans les sociétés d'accueil relève d'un processus multidimensionnel. Une intégration complète et approfondie implique une intégration dans 3 grands domaines. Donc, normalement, une personne intégrée, en fait, il y a le domaine institutionnel qui se réfère à la capacité des immigrants de devenir des citoyens fonctionnels de plein droit sans faire face à des barrières systémiques. Il y a le domaine économique qui a trait à la capacité des immigrants d'entrer sur le marché du travail et de trouver un emploi correspondant à leurs qualifications, formation et diplôme. Et la sphère sociale ou communautaire qui concerne la capacité des immigrants à développer des liens sociaux et avoir des interactions sociales significatives et fructueuses avec la population. Donc, un immigrant bien intégré ne ferait donc face, en principe, à aucune barrière institutionnelle, à aucun désavantage sur le marché de l'emploi et à aucun isolement social. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe au Québec. L'intégration, c'est aussi un processus interactif circulaire dans lequel les dimensions en présence ont une influence les unes sur les autres à différents moments du vécu de l'immigrant. Donc, une intégration en cours au plan institutionnel, économique ou social facilite l'intégration dans les autres dimensions. Par exemple, quelqu'un qui occupe un emploi va développer une intégration sociale, va développer un réseau social. Inversement, quelqu'un qui développe un réseau social pourrait éventuellement insérer le marché de l'emploi. Sauf qu'inversement, l'exclusion dans une de ces dimensions entraîne une exclusion dans une autre dimension. Par exemple, le fait de ne pas travailler, ça implique de ne pas pouvoir investir dans des activités sociales et communautaires, et donc ça limite les possibilités de développer son réseau social. Maintenant, quand on pense au projet migratoire, je disais tout à l'heure que les immigrants arrivent avec un projet qui est celui d'améliorer leur sort. Sauf que le projet migratoire pose la question de l'intentionnalité de l'individu. C'est que l'individu va développer son projet en fonction de ses expériences, de ce qu'il aimerait faire. Mais en même temps, ça dépend aussi du pouvoir qu'il a de réaliser ce qu'il a envie de faire. Donc, sa capacité à l'accomplir. La capacité, suivant la définition qu'en propose Sen, c'est la possibilité effective qu'un individu a de choisir diverses combinaisons de fonctionnement. Autrement dit, c'est une évaluation de la liberté dont il jouit effectivement. En fait, c'est que l'immigrant arrive avec quelque chose qui est un projet, mais dans son projet, il y a des aspects qui sont possibles, puis il y a des aspects qui sont de l'ordre du rêve. Et évidemment, en fonction de sa possibilité de réaliser son projet, ben, celui-ci va prendre place ou non. Maintenant, quand on parle d'une intégration réussie, ben, en fait, la réussite varie selon les acteurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement subjectif. Décrocher un emploi rémunéré ou décrocher un emploi rémunéré satisfaisant du point de vue de ses attentes et de son projet personnel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi des dimensions identitaires et psychologiques. Il y a le fait d'être bien en emploi, le sentiment d'y être valorisé, la valeur qui est attribuée à l'emploi par l'individu, la sécurité financière que ça lui procure, puis les possibilités de promotion et d'avancement. Donc, quand on parle d'intégration réussie, on parle en fait d'un sentiment de réussite quand la trajectoire migratoire permet de faire le lien entre avant la migration et après. C'est là où on revient au concept d'identité, quand la personne se reconnaît dans sa trajectoire. Il y a un sentiment de cohérence identitaire, un sentiment de bien-être. Il y a un emploi en rapport avec les attentes individuelles. Bref, c'est quand le projet migratoire se réalise, ou tout au moins se réalise partiellement, suffisamment pour que l'individu se sente bien. La question de l'emploi, c'est un point sensible. En ce qui touche les Maghrébins rencontrés, l'intégration passe selon eux par l'emploi. C'est pour l'emploi qu'ils ont migré, c'est par l'emploi qu'ils pourront se réaliser comme individus, c'est par l'emploi qu'ils développeront un réseau social québécois, c'est aussi par l'emploi qu'ils pourront être de bons citoyens, en consommant, en participant aux activités de la société, parce qu'ils en auront les moyens, en payant leurs impôts.
En principe, les Maghrébins ne devraient pas avoir de problème à insérer le marché de l'emploi puisqu'ils ont été sélectionnés à l'étranger pour leur formation, leur expérience professionnelle et leur connaissance du français. C'est vrai toutefois que plusieurs ne connaissent pas l'anglais, ce qui les handicape sérieusement dans leur démarche pour se trouver du travail. Sauf qu'il semble que le problème de fond soit ailleurs. En effet, d'après ce que m'ont dit les personnes qui travaillent avec les employeurs, ceux qui embauchent les immigrants sont une faible minorité dans la région de Sherbrooke. Ça serait autour de 2% environ pour l'ensemble des immigrants. Mais c'est un chiffre à prendre avec réserve parce qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse sur le sujet. Quoi qu'il en soit, parmi ces derniers, tous ne recrutent pas des Maghrébins. La raison de cette non-embauche est floue, puisqu'il n'existe, je le rappelle, aucune étude scientifique à ce propos, mais l'ensemble des personnes rencontrées pensent que pour les employeurs, il y a une association posée entre Maghrébins et musulmans, et donc entre musulmans et problèmes d'accommodement raisonnable éventuels, prosélytisme, voire terrorisme. Bref, les employeurs éventuels auraient peur d'embaucher des immigrants en général parce qu'ils ne connaissent pas les diplômes étrangers dont ces derniers se réclament, parce qu'ils craignent de ne pas partager les mêmes valeurs quant au travail, donc on parle de savoir-faire et de savoir-être, et parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps à former ses employés. Donc c'est plus facile de recruter des Québécois. Mais ils refuseraient particulièrement d'embaucher des Maghrébins par peur de l'islam. Cette peur, me disent l'ensemble des personnes rencontrées, s'appuierait sur une méconnaissance de l'islam, de ses principes, de ses valeurs, qui pourtant, disent-elles, n'entrent aucunement en contradiction avec les principes et les valeurs québécoises. Et cette méconnaissance serait entretenue par les médias. En effet, ces derniers tendraient à exploiter la situation géopolitique actuelle, donc les attaques de l'État islamique, les actes terroristes ici et ailleurs à l'étranger, en exposant les faits, en les rabâchant, mais sans vraiment analyser la situation politique locale. Du coup, tous les musulmans apparaissent comme homogènes et potentiellement fauteurs de troubles, alors qu'il y a une très grande variété de courants dans l'islam et une plus grande variété encore de manières d'exercer sa religion. Par conséquent, être musulman au Maroc, c'est très différent d'être musulman en Irak, en Syrie ou en Arabie saoudite. Donc les médias, par leur couverture des événements, contribueraient à renforcer la méfiance des employeurs à l'égard d'un groupe de citoyens particuliers, les musulmans. Aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent dans le monde, la difficulté s'est encore considérablement accrue. Sauf évidemment pour ceux qui acceptent la déqualification. Par exemple, j'ai rencontré un vétérinaire à qui on demandait d'être journalier dans une boucherie. J'ai rencontré un avocat qui était devenu pompiste. Donc ça peut être toutes sortes de situations. C'est aussi différent pour ceux qui lancent leur propre entreprise. Donc, je n'ai pas de chiffre exact, mais on m'a parlé beaucoup de ces femmes maghrébines qui ouvrent leur propre garderie familiale pour justement survivre financièrement. Par ailleurs, il semble aussi que les difficultés soient plus grandes pour les femmes qui portent le voile. Probablement parce que l'association maghrébin et musulman et terroriste est plus facile à faire. Plusieurs Maghrébins, hommes et femmes, m'ont également mentionné avoir vécu cela lorsqu'on les identifiait comme musulmans, surtout pendant la période où l'on discutait au plan politique de la Charte des valeurs. Donc c'était il y a 1 an. Il semble effectivement que cette discussion ait eu comme effet d'ouvrir un espace où la population s'est sentie légitimée d'exprimer son opinion envers l'islam, le port du voile et l'immigration en général. Au cours de cette période, beaucoup de Maghrébins me disent avoir ressenti une montée de l'intolérance. Plusieurs ont vécu des agressions verbales, donc des insultes, ou physiques. Ils ont reçu des crachats. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement déclaré à la police. Donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a tourné la page sur la charte, et si ce genre d'événement se fait beaucoup plus rare, néanmoins on me rapporte un changement dans l'attitude des Sherbrookois vis-à-vis les Maghrébins et les musulmans. Ce n'est plus comme avant. Donc pour ces raisons, absence d'emploi et intolérance, certains des Maghrébins rencontrés, à peu près le tiers, je dirais, me parlent d'une éventuelle migration ailleurs au Canada. D'autres, la majorité, disent qu'ils déconseilleraient à un compatriote de venir s'installer à Sherbrooke, voire même au Québec. Le cas des Maghrébins le montre bien. L'intégration comme processus est aussi liée étroitement à l'idée d'une interaction entre la société hôte et les migrants. On ne s'intègre pas tout seul. Ça veut dire que l'individu est responsable de son intégration, mais pas uniquement. Celle-ci est conditionnée par l'accueil, les actions posées par la société hôte.
En même temps, les États-nations cherchent de leur côté à intégrer ces nouveaux arrivants tout en préservant leur propre culture, leurs valeurs et la cohésion nationale. Il y a donc une présence d'une réelle tension entre ces deux phénomènes. C'est un défi particulièrement pour le Québec, qui cherche à protéger sa culture dans un environnement canadien et états-unien anglophone, mais qui fait désormais face à une concurrence venue des autres États-nations via les réseaux transnationaux. C'est pourquoi, entre autres, la province est dotée d'une politique interculturaliste il y a déjà environ 25 ans. Selon cette politique, le nouvel immigrant est invité à travers un contrat moral à prendre part et à s'intégrer dans un cadre sociétal prédéfini, caractérisé par une langue commune, des valeurs établies et un bagage historique propre. Les principales composantes de la culture commune sont la maîtrise de la langue française, la connaissance de l'histoire, de la majorité francophone, la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des droits fondamentaux en lien avec l'exercice de la démocratie. Donc, dans ce modèle, l'apport des minorités ethno-culturelles et des immigrants est considéré comme un enrichissement plutôt qu'une menace. Ce modèle vise aussi à faire émerger à long terme des valeurs, des visions et des aspirations communes au sein des composantes de la société, donc à faire évoluer la culture commune en y intégrant des apports étrangers. Ce modèle d'intégration requiert ajustement, compromis, reconnaissance mutuelle, réciprocité, mais surtout du temps. Maintenant, si on regarde l'intégration selon les Maghrébins que j'ai rencontrés, il y a deux points de vue qui se dégagent à propos des personnes. Le premier est généralement tenu par des hommes qui sont aussi des entrepreneurs et qui réussissent très bien à Sherbrooke. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que pour réussir au Québec et s'y intégrer, il faut se fondre dans la masse. Il faut éviter les signes distinctifs, faire comme les Québécois, sans cependant renier ses valeurs. Le port de signes distinctifs comme le voile entraîne, selon eux, nécessairement une réaction négative de la part des Québécois, parce qu'outre l'association avec le terrorisme, le voile est aussi associé dans l'esprit de ces derniers à l'emprise de l'Église catholique que les Québécois ont vécue. Évidemment, ça remet en question aussi tout le rapport de genre homme-femme. Selon les autres, le deuxième point de vue est généralement tenu par des personnes qui sont très investies dans leur religion. Donc, ce sont des femmes voilées qui s'impliquent à la mosquée. Selon ces répondants, le port de signes distinctifs ne devrait pas être perçu comme un frein à leur intégration, puisque par ailleurs, ils font des efforts nécessaires pour participer à la société québécoise, notamment en cherchant ou en occupant un emploi. Leur demander le retrait de ces signes distinctifs religieux équivaut, selon eux, à nier ce qu'ils sont, leurs valeurs, leur culture, leurs croyances. La réaction négative des Québécois à leur égard est donc, selon eux, injustifiée et signe d'intolérance. Donc, on a vraiment deux points de vue complètement différents. L'intégration selon les Québécois, c'est qu'en fait, les Québécois, pour leur part, ne demandent pas aux immigrants de faire table rase de leur culture d'origine. Mais ils craignent d'une part le repli communautaire qui menace la cohésion sociale et ils souhaitent d'autre part que certains immigrants mettent de côté des valeurs qui sont en contradiction avec celles de la société d'accueil et qui pourraient remettre en cause les acquis de la Révolution tranquille. Donc on pense au crime d'honneur, au port du voile intégral, etc. Ils craignent aussi pour la survie de leur propre culture. Donc, ces propos que je vous ai rapportés questionnent fortement, me semble-t-il, la place que l'on veut accorder en tant que société à une partie de notre population. Que l'on soit d'accord ou non, le Canada et le Québec ont encouragé ces gens à venir s'installer ici. Des avantages à la migration ont été mis de l'avant. C'est donc normal que ces immigrants aient des attentes. Malheureusement, ces attentes sont parfois déçues parce que la réalité locale est autre. Bien sûr, les immigrants, dans ce cas-ci les Maghrébins, portent la responsabilité de faire des démarches pour s'intégrer et la majorité le font, notamment en retournant aux études pour obtenir un diplôme de Sherbrooke ou en participant à des activités très québécoises comme aller à la cabane à sucre ou fêter la fête nationale. Nous voulons évidemment qu'elle ne soit pas un poids pour la société et qu'elle développe un sentiment d'appartenance envers le Québec et ses préoccupations. C'est aussi leur souhait. Pourtant, il semble y avoir un hiatus important entre les attentes de certains Maghrébins et des Québécois quant à l'intégration des premiers. Par ailleurs, les propos que je vous ai rapportés questionnent aussi donc le concept d'intégration.
Celui-ci renvoie à l'idée qu'il existe une dynamique d'échange dans laquelle chacun accepte de se constituer partie d'un tout, où l'adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs de la société d'accueil et le respect de ce qui fait l'unité et l'intégrité de la communauté n'interdisent pas le maintien des différences. Or, je m'aperçois que l'on parle beaucoup d'intégration autant chez les Québécois en général que chez les Maghrébins, mais cette question du maintien des différences semble être un autre point sensible. Jusqu'où la différence? Qu'est-on prêt à tolérer? Donc, je répète ma question, qu'est-ce qu'on attend de ces immigrants? Qu'elles deviennent comme nous, qu'elles se fondent dans le paysage? Donc, le hiatus, me semble-t-il, est étroitement lié au fait que la politique de l'interculturalisme au Québec demeure pour le moment au niveau du discours. Depuis 3 ou 4 ans, et là je cite Stéphane Reichold, depuis 3 ou 4 ans, la priorité dans ce dossier se limite principalement à informer et à éduquer les nouveaux immigrants sur des valeurs communes spécifiques au Québec. Le gouvernement a multiplié la production de guides, de dépliants d'informations sur le web à l'attention des nouveaux arrivants. On a augmenté les sessions d'information de tout ordre. On a également investi massivement dans la francisation des immigrants. Mais où est l'interaction là-dedans? Je vois personnellement 2 problèmes importants liés à la question de l'intégration. D'une part, il y a le faible investissement du gouvernement québécois dans des organismes locaux afin de favoriser l'intégration. Il me semble que le gouvernement mise beaucoup sur la pensée magique. Avec le temps, les immigrants vont s'adapter et ils vont s'intégrer. Mais la réalité, c'est que les immigrants sont laissés à eux-mêmes et dépendent pour une bonne part de la bonne volonté de la population. Et évidemment, dans cette population-là, il y a des employeurs. D'autre part, il y a l'absence d'investissement de la part du gouvernement québécois dans l'information et la sensibilisation de la population québécoise dite de souche concernant l'immigration. Et là, on s'entend, je parle de la population qui vit hors des grands centres et je ne parle pas non plus des professionnels qui travaillent avec les immigrants. Donc, la population en général, le citoyen lambda, ne comprend pas pourquoi on mise-t-en sur l'immigration. La population ne sait pas ce qu'on fait miroiter à l'étranger aux candidats potentiels à l'immigration. Elle ne connaît pas la réalité des immigrants, leur attente, leur parcours, leurs projets. Elle n'a pas non plus, a priori, envie de voir évoluer sa culture en y intégrant des apports étrangers et ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire ça. Stéphane Reichold disait récemment, « Après 20 ans d'interculturalisme virtuel, les institutions québécoises n'ont pas su s'adapter aux nouvelles réalités d'un Québec diversifié et continuent à voir l'immigrant comme étant le problème plutôt que de réaliser les limites des approches et des pratiques qui ont été conçues pour une population homogène. Les gestionnaires de ces institutions sont peu équipés pour faire face à l'approche interculturelle, alors qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'adaptation des pratiques, les cadres de travail et les règles établies devant favoriser et permettre aux intervenants d'avoir une pratique adaptée. Sur le terrain, on peut observer une grande ouverture à l'adaptation dans les services publics. Mais les professionnels, donc les agents des clés, les travailleurs sociaux, les professeurs, les infirmières, les éducateurs, ne se sentent ni soutenus ni outillés par leur institution. Alors que les pratiques communautaires se sont adaptées et ont intégré l'approche interculturelle, celles des institutions ont peu évolué. Le vide politique à cet égard, tant au niveau de l'emploi que de l'éducation ou de la santé, fait en sorte que les institutions peinent à faire face aux défis de la diversité dans lequel la société québécoise s'est engagée. Donc, il est urgent, me semble-t-il, d'agir et d'investir dans l'intégration pour éviter de créer 2 mondes séparés. Une stratégie à l'arrivée, le repli communautaire, une solution à long terme. Merci. Merci.